est-ce que les mouvements qui se référaient à la culture islamique, à la culture, j'allais dire, de la tradition musulmane, n'étaient-ils pas, ces mouvements-là n'étaient pas radicaux, et sur la base d'un discours et d'un corpus purement arabophone, sachant qu'à l'intérieur de ces mouvements dits islamistes, il y avait, j'allais dire, une multidisciplinarité dans la formation, et il y avait également le phénomène du bilinguisme. Les théoriciens, les penseurs depuis les années 60 jusqu'à maintenant, ils sont formés scientifiquement, ils sont très bien formés scientifiquement, mathématiciens, physiciens, biologistes, chimistes, etc. En dehors des sciences sociales bien sûr. Et puis par ailleurs, on a constaté qu'il n'y avait aucun problème linguistique. Ils étaient berbérophones, francophones, arabophones, anglophones. Comment tu... Comme ça on passe à... Alors la remarque est intéressante. Elle est intéressante dans le sens suivant. Et elle corrobore un peu, et elle appuie un peu la lecture que je fais, modestement. Même le discours qui pouvait avoir une coloration islamiste ou musulmane, il y a des nuances entre les deux. Dans les années 60 et 70, était un discours francophone. Tu veux dire un discours dit dans la langue française. Dans la langue française. Voilà. Francophone, ça veut dire dans la langue française. Pas francophile, francophone. Bon. Les textes, y compris Benabi au début, a écrit surtout au début en langue française. Mais est-ce qu'on peut réduire Benabi à un phénomène dit islamiste? Non. Mais il dépassait de loin, il n'a jamais été islamiste, Benabi. D'accord. Mais je ne parle pas de ce qu'il est en réalité. Comment il apparaît? En tant qu'intellectuel. En tant qu'intellectuel. D'ailleurs, lui, dans les années 70, 71, 60, jusqu'à sa mort, il donnait ses cours dans les deux langues. Oui, le dimanche en langue française et le samedi en langue arabe. Je sais. Mais il apparaissait comme étant une sorte d'épiphénomène islamo-arabiste s'exprimant dans le français. C'est comme ça qu'il était perçu dans les années 60, surtout au moment où il participait de manière très active à la Révolution africaine. Dans le staff autour de Khalid. Mais peut-être ce que tu viens de dire était peut-être un jugement de valeur de la part des marxisants de l'époque, c'est-à-dire des gauchistes de l'époque, parce qu'ils voulaient quelque part le contenir dans un cadre idéologique figé, peut-être. Sans doute. Il y a aussi parfois, c'est des lectures rapides, et tu as raison, des lectures rapides, parfois on s'en tient à un certain nombre de titres d'œuvres de la personne pour pouvoir, pouvoir se faire une idée. Quand on a écrit le phénomène coranique, on ne peut qu'être dans la représentation que proche de l'islam, parce que c'était au moment où la préoccupation centrale, dans les années 60 et jusqu'à 75, la préoccupation centrale chez les étudiants, les intellectuels, en majorité francophones en Algérie, c'était le manifeste du Parti communiste, c'était les œuvres philosophiques, c'était etc. C'était ça la doxa, c'était ça la littérature qui était la plus répandue. C'était à l'époque une littérature, je me souviens, moi je viens plus tard, dans les années 80, c'était une littérature gratuite, qu'on donnait gratuitement, particulièrement sur les trottoirs d'Alger ou à l'intérieur du centre culturel russe, tu t'en souviens? Qu'on donnait à quelques... C'est symbolique comme ça. Non, mais il y avait dans les librairies, tu pouvais acheter les œuvres complètes de Lénine pour une cachette de pain. C'est ça. Ça occupait des pans entiers de bibliothèques, tu voyais cette série verte qui tient d'un mur à un autre sur 2 ou 3 rangées. Bon, ça te fait... je doute fort que quelqu'un ait lu l'œuvre de Lénine du début à la fin, mis à part lui. D'abord, l'a écrit. D'accord. Mais c'était ça. Donc il apparaissait à tort ou à raison comme quelqu'un, effectivement. Et en plus, peut-être d'une certaine manière, ce qui a poussé cette image de Benabi vers l'islamisme, c'est peut-être la réaction des ulama.
les ulama avaient un vieux contentieux avec lui, bien qu'il ait écrit dans En fait, l'Akhtar, si tu permets, oui. c'est lui qui avait un contentieux avec les ulama. Parce que lui, il les a, intellectuellement parlant, Oui. réprimés déjà en 1936, Oui. lorsqu'il a, le fameux congrès musulman, lorsqu'il les a vus à Paris, etc. Oui. Mais il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ici? Allez-y, faites votre travail sur le terrain de la résistance en Algérie, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que Ben Nabi, lorsque tu étudies un peu le phénomène des ulama, c'est-à-dire l'association des ulama, etc., il transcendait, Ben Nabi transcendait les thèses des ulama, comme il a transcendé également les thèses du mouvement des frères musulmans. C'est quand même une approche complètement différente. C'est une pensée élaborée, il n'y a pas de doute, c'est évident. Mais dans la représentation de l'époque, c'était un peu ça. C'est-à-dire, il s'inscrit pour les marxisants de l'époque, les gens de gauche, etc. Il s'inscrivait dans la même ligne que celle de Abdelatif Sultani, de Bachir Ibrahim Jmaït al-Ulama al-Muslimin, Sahnoun et les autres. Mais il est malheureux de dire, entre parenthèses, parce qu'il faudrait témoigner de ça aussi, il est malheureux de dire qu'un pouvoir, parce qu'on a vu les types de, j'allais dire, de la répression qu'utilisait le pouvoir comme moyen pour faire taire aussi bien l'opposition qui allait jusqu'à l'assassinat politique, etc. Lorsque tu vois un régime comme celui de Ben Bella s'attaquer à une figure comme celle de Bachir Ibrahim, on voit là un grand monsieur, on voit là un visionnaire, on voit là un intellectuel d'une trempe qui dépassait de loin les grands ulama, les grands alims du Moyen-Orient, etc. يقال علماء مصر والشام ما يتحدثوش في مجالس البشير الإبراهيمي لا يتحدثون والبشير الإبراهيمي موجود. Moi j'ai vu des photos, des trucs, des textes, etc. où les grands alims qui sont devenus les grands douats, Sha'rawi, le Ghazali, et j'en passe, qui étaient assis par terre et qui étaient en train de l'écouter. يستمعون إلى البشير الإبراهيمي بواحد الإعجاب وواحد التأثر. كان شوف لما يعني وضعوه تحت الإقامة الجبرية، il était en résidence surveillé sur le régime de Ben Bella, et le jour où il est mort, et j'ai tenu ce témoignage de Bachir Boumaza également, qui était à l'époque ministre, le jour de la mort de Bachir Ibrahim, Ben Bella ne s'est même pas déplacé. Et ça me rappelle également, il n'y a pas longtemps, on vient de perdre un intellectuel parmi tant d'autres, et à chaque fois on perd des intellectuels. C'est Abdallah Chariyet, et on a été à l'enterrement. Lorsque tu vois que le pouvoir n'a aucun respect, ni pour les intellectuels, toutes tendances confondues. On se trompe dans l'analyse lorsqu'on dit que le pouvoir il a plutôt tendance gauche, droite, centre. Non, le pouvoir il n'a aucun respect pour l'intelligence, aucun respect pour aucun intellectuel, quelle que soit sa tendance. Ça nous fait mal, c'est-à-dire que c'est une tradition chez le pouvoir, quel que soit le régime, quel que soit, etc. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça nous fait mal. Alors continue. Donc on en était à cette histoire que ce qui apparaissait c'était que la parole qui échappait au pouvoir, parce qu'elle avait une sorte de base arrière, c'est la parole algérienne francophone. D'expression française. D'expression française. Et cette parole algérienne d'expression française, et ça il faut le dire, elle a été aussi contenue et réprimée et contrôlée et censurée dans les principales institutions d'édition, l'ASNED de l'époque. Je sais de l'expérience, et j'ai eu un très long débat à ce sujet avec mon ami Youssef Setti, qui a été mon camarade de lycée. On voit là un autre intellectuel qui a été assassiné dans les années 90 par le terrorisme. Absolument. Ou par une autre force qu'on ignore, vous savez. Oui. Youssef Setti avait écrit à la fin de sa scolarité au lycée d'enseignement franco-musulman, lycée Hamilcar Constantine, en 1964. Il était en train de rédiger une plaquette de poésie et il m'en avait parlé. Je l'ai retrouvé quelques années après, puisqu'il a rejoint le PRS en 1972 ou 1973, il était venu faire une thèse. Il a milité avec nous jusqu'au bout, il est resté jusqu'au bout avec nous.
Je l'ai retrouvé en 86 quand je suis revenu. Je lui ai dit alors, Youssef, et ta plaquette de poésie? Il m'a dit, il n'est toujours pas publié. Car lui a été publié en 87, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après son assassinat. Ce qui montre bien, il m'a dit, il y a une censure, y compris dans la langue française. Et cette censure dans la langue française, elle est démagogique. Elle est démagogique. Pourquoi? Parce que c'est un faire-valoir pour dire nous faisons une politique d'arabisation. Pour faire plaisir à une certaine tendance. À une certaine tendance et à un certain nombre de paresseux, je le redis, qui leur suffisait de remplir des pages et des pages, d'aller déposer les manuscrits et retirer le chèque sur le champ. Sur le champ. On donnait le chèque sur le champ, au moment du dépôt du manuscrit. C'était les pratiques de la semaine. Alors qu'il y avait des gens qui avaient vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de goût esthétique et littéraire, et leurs œuvres ont pratiquement fini dans les tiroirs et sont restées consignées pendant des années. J'avais envie également de te poser une problématique de nature historique, mais qui renvoie à la notion de l'opposition. Oui. Toi, tu t'es toujours affiché comme étant un militant de gauche, j'allais dire, jusqu'à un certain degré de radicalité face au pouvoir, face aux autres tendances de droite qui touchent au libéralisme et qui touchent à l'islamisme. Voilà, grosso modo, lui s'inscrit dans l'islamisme politique, pas l'islam. L'Akhdar Maougal, disons que école de gauche marxisante, sans être marxiste, comme on l'a bien expliqué la dernière fois. Mais trouves-tu objectif que de dire que le phénomène de l'opposition en Algérie a été caractérisé essentiellement par les tendances de gauche? N'y a-t-il pas d'autres mouvements, y compris le mouvement religieux, appelons-le comme ça? N'y a-t-il pas d'autres mouvements qui n'étaient pas des mouvements de gauche et qui n'étaient pas forcément des mouvements manipulés par le pouvoir et qui s'opposaient à ces régimes depuis l'indépendance nationale, c'est-à-dire depuis Bembella, Boumediene, jusqu'à nos jours, et qui ne sont pas des gens de gauche, et qui ne sont pas des radicaux de gauche, et qui ne sont pas d'une quelconque tendance de droite ou de gauche, mais plutôt des islamistes de tendance religieuse et qui s'opposaient pour défendre un projet de société contre le pouvoir, qui n'était pas d'accord avec le pouvoir. D'abord, avant d'arriver aux islamistes, il y a eu dans les années 60 une opposition qui se réclamait, on se disait, à tort ou à raison, libéral. C'était celle de l'Okra, dirigée par le Bjawi, son nom me revient. Voilà. Bjawi. Et avec Bétat, et dans un premier temps, il y avait Krim Al-Qasm avec eux. La dernière fois, lorsqu'on a été au cimetière Al-Alia, on a rendu visite à l'ensemble de ces morts, avec Kateb Yassine, et il y avait également, pas loin de sa tombe, il y avait celle de Bjawi. Exactement. Voilà. Il y avait même Salman Othman, pas très loin. Oui, pas très loin. C'était un mélange. La mort unit les gens. La mort unit les gens, mais ce qui m'a choqué, c'est le témoignage de ce gardien du cimetière, qui a dit que quelque part, on devait enterrer. Je parle d'Abdallah Shahir. Non, il ne faut pas l'enterrer ici. On leur a dit, non, il ne faut pas l'enterrer ici parce que le carré des écrivains, des universitaires, des auteurs, c'est de l'autre côté, pas ici. Ici, c'est le carré des martyrs et des autres. Alors que Kateb Yassine était à côté de... côté de Hoffman et à côté de... de Chihani Bachir. Voilà. Alors, ça nous a sincèrement choqué parce que, quelque part, lorsqu'on fait une distinction entre les morts. C'était la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait Hoffman, entre autres, parce que j'allais autrefois souvent rendre visite à Yassine,
Comme ça, quand j'assistais à des enterrements, ou parfois quand j'avais du temps, Tu allais te recueillir sur le... J'allais me recueillir. Parfois, il m'est arrivé même, il y a des problèmes, les types me voient, ils disent un peu... Alors, je vais vous raconter cela, bon, je vais te trahir quand même. On a été la dernière fois lors de l'enterrement de notre ami Abdullah Shalit, Allah yarhamou, comme nos amis également qui sont morts, Allah yarhamou kul. Alors on a été se recueillir sur la tombe de Katab Yassine, ainsi que sur d'autres également qui étaient enterrés là-bas dans le coin là où c'était. Cheikh Hani Bachir, Allah yarhamou ila akhirihi. Alors, et l'Akhdar qui me disait, attention, je vais passer de ce côté, il y a Yassine qui risque de sortir sa main pour me dire, qu'est-ce que tu fous là? Et Yassine qui risque de me dire, ah, qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Alors, ça m'a fait plaisir. Non, parce que nous, dans notre façon de réfléchir, etc., on désacralise un petit peu la relation. Parce que pour nous, un cimetière est un espace de réflexion, de méditation, est un espace culturel. Chez nous, un cimetière est un espace de peur. C'est formidable. Il y a une formule de Yassine. Oui. Formidable, inouïe. Oui. D'une expressivité très forte. Il ne parle pas de cimetière, il parle de la patrie des morts. La patrie des morts. C'est-à-dire que même mort, il y a des patries. Oui, oui. C'est très fort, c'est très puissant. Est-ce que tu sais que dans la culture arabo-islamique, Oui. Al-Maqbara, parmi les noms d'Al-Maqbara, Al-Mdina. Oui, exact. Tu t'imagines la cité. La cité. La cité des morts. La citadelle. La citadelle. Oui. C'est extraordinaire. Ça. C'est fou. Enfin, c'était juste une parenthèse de fou. C'est-à-dire parce que quelque part on est... On a besoin parfois de délirer.